Je m'appelle Sébastien, j'ai 34 ans. L'année dernière, mes parents m'ont mis à la porte de la maison même que je payais pour maintenir à flot alors que je me noyais sous leurs factures, essayant désespérément de sauver notre maison familiale de la ruine. Mon propre père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Prends la chambre d'amis ou va-t'en ». Ils m'ont humilié, me riant au nez devant mon frère raté et sa femme vénale. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. J'avais déjà sécurisé mes actifs avec mon avocat, et la fraude immobilière massive dans laquelle ils s'étaient aveuglément empêtrés était sur le point d'exploser. Et en ce moment même, ce sont eux qui me supplient de leur faire grâce. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé, aimez cette vidéo si vous croyez que le karma finit toujours par rattraper les gens. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire depuis où vous regardez. Revenons maintenant au moment où tout mon monde s'est effondré. C'était un dimanche soir de la fin octobre, le genre de soirée fraîche et calme qui fait généralement apprécier la fin d'une semaine éprouvante. La table de la salle à manger était dressée avec la vaisselle en porcelaine florale préférée de ma mère. Les belles assiettes qu'elle ne sortait que lorsqu'elle voulait impressionner quelqu'un. L'odeur d'un poulet rôti flottait dans l'air, se mêlant à celle de l'encaustique au citron que ma mère avait vigoureusement frotté sur le parquet en bois franc. Pour un observateur extérieur regardant à travers la fenêtre de devant, nous ressemblions à la parfaite famille américaine prenant son dîner hebdomadaire. Mais la tension dans cette pièce était étouffante. J'étais assis à ma place habituelle, fixant mon assiette, l'appétit complètement coupé. J'avais l'estomac noué comme un bloc de plomb. En face de moi était assis mon frère aîné, Antoine, et sa nouvelle épouse, Chloé. Ils venaient d'arriver à l'improviste, traînant leurs lourds bagages de marque à travers la porte d'entrée et les empilant dans le couloir. J'avais passé les 5 dernières années à travailler d'arrache-pied, 60 heures par semaine, comme ingénieur en structure. Chaque dollar disponible de mon salaire allait dans cette maison. Je payais les taxes foncières. J'avais payé Michel, notre entrepreneur local, pour réparer le toit pourri avant que la neige de l'hiver ne le fasse s'effondrer. Je prenais en charge les factures d'électricité exorbitantes, l'eau, et les réparations interminables qu'exige une vieille maison. J'étais le pilier financier de cette famille. J'avais mis ma propre vie entre parenthèses, sacrifié mes rêves et vidé mes comptes uniquement pour les maintenir à flot. Pourtant, lorsque mon père, Raymond, s'est penché en avant au-dessus de son assiette intacte, sa voix était froide comme la glace. Il ne m'a pas regardé avec gratitude. Il ne m'a pas regardé comme un fils qu'il avait sauvé de la faillite. Il m'a regardé comme si j'étais une nuisance, un obstacle sur son chemin. « Tu peux prendre la chambre d'amis ou déménager », a-t-il dit. Ma fourchette a heurté l'assiette en porcelaine avec un tintement sec. Le son a résonné dans le silence de mort de la salle à manger. Je l'ai fixé, attendant la chute d'une mauvaise plaisanterie. J'attendais qu'il esquisse un sourire pour me dire qu'il plaisantait. Il n'y a pas eu de sourire. Sa mâchoire était contractée, ses yeux durs et inflexibles. Mon frère Antoine est intervenu immédiatement. Son ton débordait d'une joie absolue. Un sourire narquois était plaqué sur son visage. Mieux vaut que tu sois parti d'ici demain, Sébastien. Nous avons besoin de place. Nous prenons un nouveau départ ici. J'ai regardé ma mère, Solange. Elle coupait vigoureusement un morceau de carotte rôtie, ses mains tremblant légèrement, refusant de croiser mon regard. Elle a choisi le silence. Elle choisissait toujours le silence quand il s'agissait de donner à Antoine exactement ce qu'il voulait. À côté d'Antoine, Chloé a ajusté sa montre en diamant étincelante, le métal captant la lumière du lustre. Elle a affiché un sourire crispé et condescendant, ses yeux brillants comme si elle venait de gagner à la loterie. Elle me regardait comme si j'étais de la saleté sous ses bottes de marque coûteuse. Une rage pure et aveuglante a jailli dans ma poitrine. J'avais sacrifié mes propres économies, ma chance de me constituer une retraite solide, mes rêves de créer un fonds d'études pour mes futurs enfants, tout cela pour m'assurer que mes parents ne perdent pas cette maison. Et maintenant, on me traitait comme un locataire jetable qui avait manqué son loyer. Je me suis levé, les pieds de ma chaise en bois grinçant bruyamment contre le parquet. Le bruit a fait tressaillir ma mère, mais elle n'a toujours pas levé les yeux. J'ai attrapé mes clés de voiture sur la table, mes articulations blanchissant à force de serrer le métal. « Très bien », ai-je dit d'une voix dangereusement calme. « Je m'en vais. » Cette nuit-là, j'ai emballé absolument tout ce qui m'appartenait. Je n'ai pas seulement pris mes vêtements et ma brosse à dents. J'ai pris l'immense téléviseur à écran plat que j'avais acheté pour le salon. J'ai pris la cafetière neuve sur le comptoir de la cuisine.
J'ai transporté le matelas coûteux que je m'étais acheté directement par la porte d'entrée, le traînant dans l'allée dans l'obscurité. J'ai abandonné l'endroit que j'avais maintenu debout pendant une demi-décennie. Je suis parti sans un regard en arrière, les laissant à leurs illusions. Exactement une semaine plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement calme du centre-ville d'Omaha lorsque mon téléphone a vibré sur la table basse. L'écran affichait le nom de ma mère. Je l'ai fixé pendant un long moment. J'ai failli ne pas répondre. Quand j'ai enfin appuyé sur le bouton vert et porté le téléphone à mon oreille, je n'ai pas entendu le ton passif-agressif habituel de ma mère. J'ai entendu un chaos total. Solange sanglotait de manière hystérique, reprenant son souffle entre deux gémissements. En arrière-plan, Antoine hurlait à plein poumon, sa voix muant sous l'effet de la panique et de la terreur pure. Elle ment. Maman, dis-moi qu'elle ment. Appelle-la tout de suite, criait Antoine. J'entendais les pas lourds d'inconnus marchant sur le parquet de la maison de mon enfance. J'ai entendu une voix ferme et inconnue exiger des documents et mentionner un mandat fédéral. L'illusion de leur vie parfaite s'était brisée en 1000 morceaux. Le cauchemar contre lequel je les avais mis en garde, la catastrophe qu'ils s'étaient moqués de me voir prédire était enfin arrivée à leur porte. But, comment ma famille était-elle devenue si aveugle? Comment avait-il laissé une parfaite inconnue entrer chez nous, démanteler ma vie et les traîner tous au bord d'un procès fédéral massif? Pour comprendre l'ampleur de cette trahison, je dois vous ramener aux années de souffrance silencieuses qui ont mené à ce dîner fatidique. J'étais revenu vivre chez mes parents quelques années auparavant. Cela devait être temporaire. Ma grand-mère était décédée après une longue maladie, et l'héritage qu'elle avait laissé suffisait à peine à couvrir ses frais d'obsèques. Mes parents se noyaient sous les dettes. L'hypothèque avait 3 mois de retard. Les compagnies d'électricité et d'eau envoyaient des avis de coupure finale, et la maison elle-même s'effondrait. Les fondations nécessitaient des travaux majeurs. La plomberie était vétuste et fuyait dans le sous-sol. Et mon père, Raymond, ignorait obstinément tout cela. Il agissait comme si le fait d'ignorer les factures allait magiquement les faire disparaître. Je suis ingénieur en structure. Je résous des problèmes complexes pour gagner ma vie. Je regarde les choses brisées et je trouve comment les renforcer. J'ai donc pris sur moi de résoudre le désastre financier de ma famille. Je donnais une part énorme de mon salaire chaque mois. J'ai engagé des entrepreneurs pour réparer les dommages structurels. J'ai payé le nouveau chauffe-eau lorsqu'ils ont été obligés de prendre des douches glacées au milieu du mois de décembre. J'ai couvert les taxes foncières pour que la ville ne saisisse pas la maison. Je travaillais de l'aube au crépuscule, courant des chantiers poussiéreux aux réunions de bureaux tardives, donnant toute mon énergie pour garder un toit sur la tête de mes parents. J'ai sacrifié ma vie sociale, ma vie amoureuse et ma propre sécurité financière. Mais peu importe l'argent que je vidais de mon compte en banque, peu importe le nombre de fois où je les sauvais du désastre, ce n'était jamais assez pour gagner le respect de mon père. L'attention de Raymond était toujours entièrement fixée sur mon frère aîné, Antoine. Dans notre famille, Antoine était l'enfant prodige. Il avait un charisme naturel, une aisance d'élocution qui lui aurait permis de vendre de la glace à un ours polaire. Le problème était qu'Antoine avait un incroyable talent pour échouer vers le haut. Il enchaînait les idées d'affaires ridicules les unes après les autres. D'abord, ce fut un camion-restaurant haut de gamme qui s'est soldé par une violation massive du code de la santé et des milliers de dollars d'amende. Ensuite, une application de crypto-monnaie douteuse qui a englouti l'argent de ses investisseurs et a failli lui valoir un procès. Il a même essayé de lancer une boutique de vente en ligne qui a fermé au bout de 3 mois, le laissant crouler sous les dettes de stock. Chaque fois qu'Antoine échouait, il revenait en rampant vers notre père avec un tout nouveau projet, et Raymond l'acceptait aveuglément. Mon père louait la vision d'Antoine, le qualifiant d'entrepreneur, de preneur de risques, de visionnaire. Pendant ce temps, je n'étais que le distributeur automatique fiable dans le couloir. Je remettais à mon père la facture d'une réparation de plomberie de 2000 $, et il hochait simplement la tête d'un air distrait, me demandant déjà si je pouvais prêter quelques dollars à Antoine pour un voyage d'affaires. Le coup le plus dur est survenu lors d'un dîner de Thanksgiving il y a 2 ans. Je me tenais près du couloir, un plateau d'hors-d'œuvre à la main, sur le point d'entrer dans la cuisine pour aider à faire la vaisselle. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu ma mère, Solange, chuchoter à mon père sur un ton pressant et étouffé, « Ne pousse pas trop Sébastien pour la facture d'épicerie. Il est juste là pour aider à payer l'hypothèque. Raymond, Antoine est celui qui a la vraie vision. Nous devons soutenir les rêves d'Antoine. »
Sébastien s'en sort très bien là où il est. Je suis resté figé dans le couloir. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing en plein estomac. Je n'étais pas leur fils. J'étais leur plan de retraite. J'étais le filet de sécurité qu'ils utilisaient pour pouvoir financer aveuglément les délires de mon frère. Cela faisait terriblement mal. Une douleur profonde et lancinante dans ma poitrine. Mais ma peur de perdre complètement ma famille m'a gardé attaché à cette maison. J'ai ravalé ma fierté. Je suis entré dans la cuisine, j'ai souri et j'ai continué à faire les chèques. Et puis Antoine a rencontré Chloé. Il l'a invitée à dîner un soir de la fin de l'automne. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre du salon et vu une Porsche Cayenne noire, rutilante et neuve, se garer dans notre allée en béton fissuré. Chloé en est descendue. Elle portait un tailleur de marque sur mesure, des talons aiguilles et un sac à main en cuir qui coûtait plus cher que ma voiture. Antoine rayonnait, bombant le torse comme s'il venait de conquérir le monde. Il l'a présentée comme une agente immobilière d'élite. Dès l'instant où elle a franchi la porte, mes parents ont été complètement fascinés. Solange ne tarissait pas d'éloges sur l'apparence soignée de Chloé, complimentant ses cheveux, ses vêtements, ses bijoux. Raymond salivait pratiquement devant ses histoires d'achat-revente de propriétés commerciales et de négociation de transactions foncières massives à travers l'État. Mais mon esprit analytique a immédiatement décelé des signaux d'alarme. Je connais le marché immobilier d'Omaha. Il est stable, mais ce n'est pas le genre de marché où une agente de 30 ans conduit une voiture à 100 000 $ et arbore une Rolex, à moins de faire partie du top 1% de tout l'État. Chloé riait beaucoup trop fort aux blagues sèches de mon père. Elle rejetait ses cheveux en arrière et utilisait constamment des mots à la mode. Elle parlait d'effets de levier, d'extraction de fonds propres et d'expansion agressive de portefeuille. On aurait dit qu'elle récitait le script d'un publi-reportage de fin de nuit destiné à escroquer des investisseurs désespérés. J'ai essayé de lui poser des questions précises. Je l'ai interrogée sur les lois de zonage de son dernier projet commercial. Je l'ai interrogée sur les taux d'intérêt actuels qui affectaient ses acheteurs résidentiels. Elle a esquivé chaque question avec aisance, changeant de sujet avec un grand éclat de rire, ramenant la conversation sur une vague transaction de plusieurs millions de dollars qu'elle était censée conclure la semaine suivante. Au fil des semaines et des mois, son mode de vie est devenu encore plus absurde. Elle passait à la maison avec des sacs de shopping de luxe, offrant à ma mère des parfums haut de gamme et achetant à mon père du scotch importé. Antoine ne remettait rien en question. Il se vantait constamment du travail incroyable de sa femme. Mais les calculs ne correspondaient pas. J'ai tiré mon salaire substantiel jusqu'au point de rupture simplement pour payer les besoins de base de mes parents. Pourtant, Chloé jetait l'argent par les fenêtres comme s'il était imprimé dans son sous-sol. J'ai essayé d'en parler à ma mère un après-midi alors qu'elle tricotait dans le salon. « Maman », ai-je dit doucement en m'asseyant en face d'elle. « Est-ce que les revenus de Chloé ne te semblent pas un peu exagérés ? Je veux dire, acheter une nouvelle Porsche et emmener Antoine à Aspen un week-end sur 2. Cela ne correspond pas aux commissions immobilières locales. Quelque chose cloche. » Solange n'a même pas levé les yeux de sa pelote de laine. Elle a simplement soupiré. Un soupir d'un agacement profond. « Sébastien, s'il te plaît, ne sois pas si terriblement sceptique. Elle a énormément de succès. Tu devrais être heureux pour ton frère au lieu de compter son argent. Peut-être que si tu prenais des risques comme Antoine, tu ne serais pas si stressé tout le temps. » Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Ce n'était pas seulement l'argent qui me dérangeait. C'était la façon dont Chloé me regardait quand Raymond et Solange avaient le dos tourné. C'était un sourire narquois, froid et calculateur. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle menait mes parents par le bout du nez, les nourrissant d'un fantasme de richesse immense. J'ai commencé à tenir un registre mental détaillé de chaque dollar dépensé pour cette propriété. Au fil des ans, cela s'élevait à près de 150 000 $. Je ne faisais pas qu'aider. J'étais la seule raison pour laquelle il n'avait pas fait l'objet d'une saisie. Je passais mes week-ends à réparer des tuyaux qui fuyaient pendant qu'Antoine et Chloé publiaient des photos depuis des stations de ski de luxe. Le ressentiment s'accumulait en moi comme de la lave sous un volcan. Je restais éveillé la nuit dans ma chambre d'enfant, fixant le plafond, me demandant quand arriverait mon point de rupture. Je savais que Chloé jouait à un jeu dangereux. Je le sentais au plus profond de moi, mais je n'avais aucune idée de la gravité de sa corruption, ni du fait qu'elle avait déjà jeté son dévolu sur la maison même que je m'épuisais à protéger.
L'explosion s'est finalement produite ce fameux dimanche soir. Je venais de terminer une semaine brutale de 70 heures à examiner des plans pour un projet de pont commercial. Ma promotion dépendait de ce projet, et mon cerveau était complètement épuisé. J'avais mal au dos, les yeux brûlants d'avoir fixé des écrans, et tout ce que je voulais, c'était un repas chaud et une bonne nuit de sommeil dans la maison que je payais. Je suis entraîné dans la salle à manger, épuisé jusqu'au bout. La table était dressée. Ma mère s'affairait avec les serviettes. Mon père découpait le poulet rôti. C'est alors que la lourde porte d'entrée en chêne s'est ouverte avec fracas, faisant trembler les cadres de photos sur le mur du couloir. Antoine a fait irruption dans la maison. Il traînait 2 énormes valises de marque, le visage rouge d'excitation. Chloé le suivait de près, portant un sac Gucci, les talons de ses bottes coûteuses claquant sèchement sur le parquet comme un métronome comptant les secondes avant un désastre. Nous emménageons, a annoncé Antoine bruyamment, jetant les lourds sacs au sol avec un bruit sourd qui a fait vibrer les planches. Chloé a affiché ce sourire en plastique figé. Ses yeux ont immédiatement commencé à balayer le salon, calculant, évaluant l'espace comme si elle s'apprêtait à vider l'endroit pour le revendre. Mon estomac s'est noué de douleur. Ce n'était pas une visite d'un week-end. C'était une invasion. J'ai regardé mon père, m'attendant à ce qu'il leur demande ce qui se passait, qu'il exige des explications. Au lieu de cela, Raymond s'est calmement essuyé les mains sur une serviette, n'a même pas scié, et m'a regardé droit dans les yeux. « Sébastien », a dit mon père, d'une voix totalement plate, dénuée de toute chaleur ou affection paternelle. « Tu peux prendre la chambre d'amis ou déménager. » Je me suis figé. Ma fourchette est restée suspendue en l'air. Le silence dans la pièce était assourdissant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge de parquet dans le coin. « Quoi ?» ai-je réussi à articuler. J'avais la gorge nouée, comme pleine de sable. Antoine a ricané, tirant une chaise et se penchant en arrière avec arrogance, croisant les bras sur sa poitrine. « Allez, Sébastien. Tu n'as pas besoin de tout cet espace dans la chambre principale. Chloé et moi avons besoin d'un bureau pour son travail immobilier. Nous prenons un nouveau départ ici. Mieux vaut que tu vides les lieux. » J'ai senti une chaleur aveuglante monter dans ma poitrine, le long de mon cou et sur mon visage. Des années d'abus financiers, l'absence totale de gratitude, le manque de respect flagrant, tout a débordé en une fraction de seconde. La digue a fini par céder. « Attendez une minute », ai-je dit, ma voix s'élevant, tranchante et résonnant dans la salle à manger. « C'est moi qui paye pour cette maison. Je paye l'électricité. Je paye les réparations. Je paye les taxes foncières. J'ai acheté le réfrigérateur dans lequel vous mettez votre eau importée. J'ai payé l'entrepreneur pour réparer le toit au-dessus de vos têtes. Et maintenant, vous voulez que je fasse mes valises et que je dorme sur un canapé convertible pour que votre fils raté et sa femme puissent avoir ma chambre ? » Je me suis tourné vers mon père, cherchant désespérément une once de logique. Une seule preuve de défense de la part de l'homme qui était censé me protéger. Raymond a frappé du poing sur la table. Les verres à eau ont tremblé dangereusement. « Assez » a-t-il hurlé, le visage violet de rage. « Des projets ?» Ce mot a résonné dans ma tête, se moquant de moi. Les projets d'Antoine ne duraient jamais plus d'un trimestre financier. C'était moi qui les empêchais tous de vivre dans la rue dans des cartons. Antoine s'est penché en avant, son sourire s'élargissant en une expression profondément malveillante et cruelle. « Tu n'es pas vraiment indispensable ici, Sébastien », s'est-il moqué, savourant chaque seconde de ma douleur. « Tu n'étais qu'un bouche-trou en attendant que je mette de l'ordre dans ma vie. » Chloé a étouffé un rire, couvrant sa bouche de sa main manucurée, ses yeux pétillants d'amusement. J'ai serré les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant si fort dans mes paumes qu'ils ont presque coupé la peau, dessinant de petits croissants de sang. « Pas indispensable, ai-je répliqué, ma voix vibrant d'une fureur que je ne me connaissais pas. J'ai sacrifié mes économies, mes promotions et ma tranquillité d'esprit pour éviter la faillite à cette famille. Que as-tu fait, toi, Antoine, à part vider chaque centime que cette famille a jamais possédé ? Ça suffit, a hurlé mon père en se levant de sa chaise. Ils font partie de la famille et ils restent. Fin de la discussion. Tu prends la chambre d'amis ou tu quittes ma maison. J'ai regardé ma mère. Solange fixait ses genoux, tordant sa serviette en tissu en un nœud serré, les articulations blanches. Elle refusait de croiser mon regard. Elle laissait faire. Elle me sacrifiait pour l'illusion de la richesse.
La pièce m'a soudain paru incroyablement petite. Les murs semblaient se refermer sur moi. J'ai réalisé à cet instant précis que je ne serais jamais assez bien pour eux. Je ne serais toujours qu'un portefeuille, un outil à utiliser et à jeter dès qu'une opportunité plus brillante se présenterait. Je ne marche pas là-dedans, ai-je dit. Je me suis levé. Le grincement de ma chaise fut bruyant et définitif. Si on ne veut pas de moi ici, si je ne suis qu'un bouche-trou, alors je m'en vais. Je suis monté à l'étage dans ma chambre en tempêtant. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai sorti un grand sac de sport du placard et j'ai commencé à y jeter mes vêtements. J'ai emballé mon ordinateur portable, mes disques durs d'ingénierie, mes documents essentiels. Puis je suis redescendu. Je n'ai pas voulu partir discrètement. Je refusais de leur laisser le confort que j'avais payé. Je suis allé droit au salon, j'ai passé la main derrière le meuble de télévision et j'ai débranché l'immense écran plat de 70 pouces pour lequel j'avais payé $2000 au Thanksgiving précédent. Je l'ai pris sous le bras. Je suis allé dans la cuisine, j'ai attrapé la machine à expresso haut de gamme que je m'étais achetée, et j'ai tout transporté vers la porte d'entrée. Je suis remonté, j'ai attrapé le matelas orthopédique coûteux de mon lit et je l'ai traîné dans les escaliers. Antoine se tenait dans le couloir, les bras croisés, riant aux éclats. « Tu prends vraiment la télé ? Tu te comportes comme un enfant, Sébastien. Bon débarras. » Je l'ai complètement ignoré. J'ai fait 3 allers-retours jusqu'à ma voiture, jetant tout ce qui m'appartenait légalement dans le coffre et sur la banquette arrière. Madame Maréchal, notre vieille voisine, se tenait sur son porche en face, observant le spectacle les yeux grands ouverts, serrant son gilet contre ses épaules. Raymond se tenait sur le pas de la porte, le visage rouge de colère. « Tu donnes un spectacle lamentable, Sébastien. Tu embarrasses cette famille devant tout le voisinage. » Je ne lui ai pas répondu. J'ai claqué le coffre de ma voiture, je me suis installé au volant et j'ai démarré le moteur. En m'éloignant de l'allée, j'ai regardé dans le rétroviseur. La maison, l'endroit dans lequel j'avais versé mon sang et ma sueur, s'est estompé dans le lointain. J'ai passé les 3 jours suivants à emménager dans un petit appartement calme du centre-ville d'Omaha. C'était un contraste saisissant avec la toxicité étouffante de la maison de mes parents. Pas de cris, pas de demande d'argent, juste la paix. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Mon esprit analytique ne pouvait pas lâcher l'énigme. Pourquoi Antoine et Chloé avaient-ils soudainement besoin d'emménager dans la maison délabrée de mes parents si Chloé était censée être une agente immobilière millionnaire? Les gens qui ont des millions n'emménagent pas dans une maison de banlieue exiguë avec leurs beaux-parents. J'ai d'abord décidé de faire des recherches. J'ai ouvert le registre public des entreprises de l'État du Nebraska sur mon ordinateur portable. J'ai cherché la nouvelle entreprise dont Antoine s'était vanté. Elle était enregistrée sous forme de SARL. Mais lorsque j'ai fouillé dans les documents officiels de l'entreprise, en examinant les agents enregistrés et les soutiens financiers, mon sang n'a fait qu'un tour. Antoine était répertorié comme le PDG, mais l'unique contributeur financier, l'entité qui injectait des centaines de milliers de dollars dans sa prétendue société de conseil, était une société holding entièrement enregistrée au nom de Chloé. Antoine ne créait pas d'entreprise. Il gérait une société écran. Il servait de prête-nom aveugle pour blanchir de l'argent sale provenant des transactions immobilières de Chloé. Mon idiot de frère était le bouc émissaire d'un crime financier massif, et il venait d'entraîner mes parents en plein milieu de la zone d'impact. La réalité de la situation m'a frappé de plein fouet. Chloé n'était pas un génie de l'investissement. C'était une criminelle, une parasite, et ma famille était profondément infectée par son venin. Ils avaient invité une vipère dans leur nid et elle s'apprêtait à frapper. Je suis arrivé au bureau le lendemain matin avec la mine de quelqu'un qui n'avait pas dormi de la semaine, ce qui était vrai. J'avais les yeux injectés de sang, ma chemise était froissée et mes mains tremblaient à cause d'un excès de caféine et d'adrénaline. Nathalie, une chef de projet senior et une amie proche, s'en est rendue compte immédiatement. Elle est entrée dans mon box, m'a tendu un café noir et a fermé la porte derrière elle, s'isolant du bruit du bureau d'ingénierie. « Tu as l'air de porter un immeuble sur tes épaules, Sébastien. » « Parle » a-t-elle exigé en croisant les bras. Je lui ai raconté toute l'histoire. L'expulsion, l'argent que j'avais dépensé, la SARL écran que j'avais découverte la veille. Nathalie, une femme d'une 50aine d'années farouchement protectrice qui avait elle-même survécu à un divorce brutal, ne m'a pas offert de vaine sympathie. Elle m'a proposé une stratégie claire et applicable.
Tu dois te protéger juridiquement, et vite, a-t-elle dit fermement en me pointant du doigt. Tu as payé pour des rénovations dans cette maison. Tu as des preuves écrites solides. Si les autorités fédérales frappent à la porte de Chloé, elles saisiront tous les actifs liés à elle et à ton frère. Tu as besoin d'un avocat pour séparer ton argent de leur désastre avant de te faire entraîner avec eux. Elle avait tout à fait raison. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Hubert. Hubert et moi avions fait nos études ensemble. Il était aujourd'hui l'un des avocats spécialisés en droit immobilier les plus redoutables de la ville. Je lui ai proposé de déjeuner et j'ai apporté des dossiers contenant des copies des statuts de la SARL, mes relevés bancaires et les reçus de chaque réparation effectuée sur la maison. Assis dans un box tranquille d'un restaurant du centre-ville, Hubert a examiné les documents. Son visage est devenu extrêmement sombre. Il a remonté ses lunettes sur son nez et a poussé un profond soupir. « Sébastien, c'est grave. »« Très grave », a murmuré Hubert en tapotant son stylo de marque contre les papiers. J'ai fait des recherches sur le nom de Chloé auprès de mon réseau ce matin après ton appel. Elle a des antécédents, et très sombres. Elle travaillait pour un cabinet de courtage à Lincoln qui a été fermé par la Commission d'État pour falsification de signatures de clients et détournement de fonds bloqués. Elle a réussi à échapper à l'inculpation en dénonçant son patron et en coopérant avec les autorités. Mais elle n'a jamais cessé ses escroqueries. Hubert s'est arrêté, me fixant droit dans les yeux, l'air tout à fait sérieux. J'ai aussi parlé à ta tante Brigitte. Elle est au courant. Brigitte, c'est quoi, ai-je demandé, serrant ma tasse de café au point d'en avoir les articulations blanches. Brigitte a utilisé la même société de titres que celle avec laquelle Chloé travaille il y a quelques années, a expliqué Hubert. Elle a vu Chloé falsifier un document d'évaluation il y a 6 mois pour gonfler la valeur d'une propriété. Brigitte l'a confrontée, et Chloé a menacé de ruiner le fonds de pension du mari de Brigitte en intentant un procès frauduleux contre sa petite entreprise si elle parlait. Ta tante est terrifiée par cette femme. Elle est restée silencieuse par peur. Un frisson glacial m'a parcouru la nuque. Chloé était un prédateur calculé et vicieux, et elle avait planté ses crocs profondément dans le cou de mes parents. Je devais savoir exactement jusqu'à où allait la corruption financière. Il n'y avait qu'une seule personne qui gérait les comptes de mes parents, Mathieu, un directeur de succursale locale de leur banque qui connaissait notre famille depuis 20 ans. C'était lui qui avait mis en place leur fonds de retraite, leur compte courant, absolument tout. Je me suis rendu directement à la banque. Je n'ai pas demandé de rendez-vous à la réceptionniste. Je suis passé devant elle, je suis entré directement dans le bureau vitré de Mathieu et j'ai fermé la porte derrière moi à clé. Mathieu a levé les yeux, surpris, laissant tomber son stylo. Sébastien, qu'est-ce qui se passe? Que puis-je faire pour toi? Trêve de plaisanterie, Mathieu, ai-je dit, me penchant sur son bureau, gardant une voix basse et menaçante. Je sais que Chloé fait transiter de l'argent par la SARL d'Antoine. Et je sais que les comptes de mes parents sont liés à cette entreprise. Montre-moi leur exposition tout de suite. Mathieu est devenu livide. Il s'est mis à transpirer. Il a tenté de bafouiller une faible excuse concernant la confidentialité des clients et la politique de la banque, mais j'ai frappé du poing sur son bureau en acajou, faisant trembler les photos de sa famille. J'ai déposé mon propre salaire sur leur compte hypothécaire pendant 5 ans, Mathieu. Mon nom figure sur la liste des bénéficiaires secondaires. J'ai le droit légal de consulter le registre. Montre-moi les chiffres ou j'appelle la commission bancaire d'État immédiatement pour leur dire que tu facilites sciemment le blanchiment d'argent pour une fraudeuse notoire. Mathieu a tremblé. Il savait que je ne bluffais pas. D'une main tremblante, il a tapé son mot de passe et a tourné son écran d'ordinateur vers moi. J'ai regardé l'écran et mon cœur a cessé de battre. Le souffle m'a manqué. Le compte d'épargne retraite, près de 200 000 $ que mon père avait mis 40 années de dur labeur à économiser, l'argent censé les soutenir dans leur vieillesse, était complètement vidé. Le solde était à 0. Un 0 plat et dévastateur. Mais ce n'était pas le pire. Il y avait une alerte majeure sur le titre de propriété de la maison. Une deuxième hypothèque, ai-je chuchoté, déchiffrant les chiffres terrifiants sur l'écran. 250 000 $. Qu'est-ce que c'est que ça, Mathieu? Chloé a emmené Raymond le mois dernier, a avoué Mathieu, la voix tremblante, les yeux fixés sur ses genoux. Elle lui a dit qu'il s'agissait d'un prêt relais pour une transaction immobilière commerciale massive.
Elle lui a promis un retour sur investissement garanti de 40% en 6 mois. Elle a fait co-signer les documents par Antoine pour que cela paraisse légitime. Elle est passée par une société de capital investissement agressive, un prêteur de l'ombre. Le taux d'intérêt est usuraire. Sébastien, s'il manque de versement, le prêteur saisit immédiatement la maison. L'héritage, la valeur nette, toute la fondation de la vie de mes parents s'était volatilisée. Chloé avait convaincu mon père arrogant et stupide et mon frère idiot de lui remettre le titre de propriété de la maison, et ils avaient falsifié la signature de ma mère pour accélérer les formalités administratives avant que quiconque ne puisse poser de questions. Je suis sorti de la banque avec un mélange étrange de chagrin profond et d'une clarté tranchante comme un rasoir. Je suis allé directement chez mes parents. Je ne me suis pas donné la peine de frapper. J'ai utilisé le double des clés que j'avais encore sur mon trousseau et je suis entré directement dans le salon. Raymond, Antoine et Chloé étaient assis sur les canapés en cuir coûteux, buvant du vin rouge de prix et riant de quelque chose à la télévision. Ils ont cessé de rire dès qu'ils m'ont vu. Je t'avais dit de laisser tes clés sur le comptoir quand tu as été mis à la porte, a ricané Antoine en se levant. Je l'ai ignoré. J'ai sorti de ma veste le registre que j'avais forcé Mathieu à imprimer et je l'ai jeté sur la table basse. Il a atterri juste à côté du verre de vin en cristal de Chloé. Vous avez hypothéqué la maison auprès d'un prêteur de l'ombre, papa, ai-je dit, la voix d'un calme mortel, résonnant dans la grande pièce. Tu as vidé ton compte de retraite. Tu lui as donné jusqu'au dernier centime. Le visage de Raymond est devenu rouge sous l'effet d'une colère défensive instantanée. Il s'est levé, pointant un doigt tremblant vers moi. Ne viens pas chez moi remettre en question mes décisions financières. Tu ne connais rien à la richesse. C'est un investissement. Chloé assure notre avenir pendant que tu te plains des factures d'électricité. Elle est en train de voler votre avenir. Ai-je hurlé, perdant enfin mon sang-froid, la voix brisée. Elle utilise Antoine comme un dirigeant de paille pour blanchir des fonds illégaux. Quand les enquêteurs fédéraux viendront, et ils viendront, Antoine ira en prison fédérale et vous vivrez dans la rue. Tante Brigitte sait tout. Mon avocat Hubert sait tout. J'ai les preuves ici même dans ma main. Antoine s'est avancé et m'a poussé violemment à la poitrine. Tu es juste jaloux, Sébastien. Tu es un raté jaloux et misérable qui ne supporte pas que je sois enfin riche et que je réussisse. Fous le camp de chez nous avant que j'appelle les flics. J'ai regardé Chloé. Elle sirotait son vin, parfaitement sereine, m'offrant ce même sourire narquois et calculateur. Elle ne semblait pas du tout inquiète. Elle savait que je ne pouvais pas arrêter l'avalanche. Elle était déjà en marche, et elle avait planifié sa stratégie de sortie. J'ai regardé mon père. Il me fixait avec un mépris absolu, choisissant son enfant chéri plutôt que la vérité une dernière fois. Pas, Sébastien, a craché Raymond en me tournant le dos. Et ne reviens jamais. J'ai pris une profonde inspiration. Le dernier fil de loyauté que je ressentais envers ces gens s'est brisé proprement et définitivement. Très bien, ai-je dit doucement. J'ai essayé de vous sauver. Souvenez-vous-en. J'ai essayé. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte, poursuivi par leur rire moqueur. Je suis monté dans ma voiture, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Hubert. Hubert, ai-je dit, fixant la porte d'entrée de la maison de mon enfance, sentant le lourd fardeau glisser de mes épaules. Appelle le capitaine le maire de la division des fraudes fédérales. Donne-lui tout ce que nous avons. Nous allons tout faire sauter. Je pensais que le pire était passé. Je me trompais lourdement. La véritable tempête était sur le point d'éclater. J'étais assis seul dans le calme de mon nouvel appartement, le téléphone pressé contre l'oreille. À travers le haut-parleur, les cris hystériques et aigus d'Antoine résonnaient, brisant la sérénité de ma soirée. Ma mère hurlait en arrière-plan, un cri de panique brute et terrifiante que je ne lui avais jamais entendu pousser de toute ma vie. Le cauchemar contre lequel je les avais mis en garde était enfin à leur porte. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas paniqué. Mon cœur n'a pas accéléré. J'ai pris une inspiration lente et profonde, sentant un calme étrange et profond envahir tout mon corps. J'ai calmement enfilé ma veste d'hiver sombre, attrapé mes clés de voiture sur le comptoir de la cuisine et j'ai franchi la porte. Le trajet en voiture pour rejoindre la maison que je m'étais épuisé à sauver m'a paru incroyablement long et irréel. Quand j'ai tourné dans la rue de mes parents, tout le quartier était illuminé comme un arbre de Noël.
Des gyrophares bleus et rouges projetaient des couleurs crues sur les maisons de banlieue. 3 voitures de patrouille fédérale et 2 SUV noirs banalisés étaient garés n'importe comment sur la pelouse et dans l'allée, écrasant les parterres de fleurs dont ma mère s'occupait autrefois. La présidente de l'association des copropriétaires, Madame Maréchal, et plusieurs autres voisins se tenaient sur leur porche, serrant leurs robes de chambre, chuchotant furieusement et pointant du doigt la maison de mon enfance. C'était l'humiliation ultime pour une famille que accordait tant d'importance aux apparences. J'ai garé ma voiture à quelques maisons de là et je me suis dirigé vers le chaos qui régnait sur la pelouse. La lourde porte d'entrée en chêne était grande ouverte, pratiquement arrachée de ses gonds. Je suis entré et le salon ressemblait à un endroit dévasté par un ouragan de catégorie 5. Des tiroirs de bureaux en acajou avaient été retirés, des classeurs vidés sur le tapis persan coûteux et des agents fédéraux en coupe-vent sombre s'affairaient à ensacher des documents. Le capitaine Lemaire, un homme de grande taille et imposant de la division des fraudes fédérales avec qui je m'étais entretenu quelques jours auparavant, se tenait au milieu de la pièce avec un lourd porte-bloc métallique, donnant des ordres à son équipe. Antoine était à genoux près du canapé en cuir. L'enfant prodige arrogant qui m'avait dit que je ne servais à rien une semaine plus tôt, le frère qui avait ri pendant que j'emportais mon matelas, n'était plus qu'une épave sanglotante. Il s'arrachait les cheveux, le visage rouge et gonflé, suppliant les agents de l'écouter. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je n'en savais rien, glapissait Antoine, les larmes coulant sur son visage et dégoulinant sur sa chemise de marque. Elle m'a dit que c'était une entreprise de conseil immobilier légitime. Elle m'a dit que j'étais le PDG parce que j'avais de la vision. J'ai juste signé les papiers. J'ai juste signé là où elle m'a dit de signer. Vous devez me croire, s'il vous plaît. Le capitaine Lemaire a regardé Antoine avec un mélange de dégoût et d'indifférence professionnelle. Vous êtes désigné comme le principal bénéficiaire d'une société écran qui a blanchi plus de 3 millions de dollars de prêts hypothécaires frauduleux. Mon garçon, vous avez transféré de l'argent d'un État à un autre. L'ignorance n'est pas une défense juridique dans un procès fédéral. Vous avez signé les documents de votre propre main. Votre nom figure sur les virements bancaires. Vous allez avoir besoin d'un très bon avocat, et même cela ne vous sauvera probablement pas. Mon père, Raymond, était complètement muet. L'arrogant patriarche qui avait exigé que je dorme sur un canapé convertible, qui avait préféré ce faux empire à son propre fils, était assis sur son fauteuil. Son visage était d'une pâleur cadavérique. Il semblait avoir pris 20 ans en 20 minutes. Il serrait un morceau de papier dans ses mains tremblantes, l'avis fédéral officiel de saisie des actifs. La réalité que le travail de toute une vie, sa réputation et sa maison s'étaient évanouis était enfin en train de l'écraser. Ma mère, Solange, arpentait le parquet, les mains jointes dans une prière désespérée. Lorsqu'elle m'a vu franchir la porte d'entrée, ses yeux se sont agrandis comme si j'étais un sauveur descendu du ciel. Elle s'est précipitée vers moi, m'attrapant les bras, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de ma veste. « Sébastien, Sébastien, tu es là. Dieu merci, tu dois faire quelque chose, s'est-elle écriée, la voix rauque et essoufflée. Ils prennent tout. Ils disent que Chloé a falsifié des documents. Ils disent que la maison est le gage d'une entreprise criminelle. Dis-leur qu'il y a une erreur. Tu t'y connais en bâtiment, tu t'y connais en contrat. Tu es ingénieur. Tu devais arranger ça. Parle à cet homme avec l'insigne. J'ai baissé les yeux vers ses mains qui agrippaient mes bras. Je ne ressentais plus le moindre lien d'obligation envers elle. J'ai doucement mais fermement retiré ses mains de ma veste. Je les regardais, puis mon père brisé, et enfin mon frère pathétique qui pleurait par terre. « Où est Chloé ?» ai-je demandé, d'une voix totalement dénuée d'émotion, qui a traversé le tumulte de la pièce comme une lame froide. Antoine a levé les yeux, le regard injecté de sang et fou de trahison. Elle est sortie par la porte arrière quand la police est arrivée. Elle m'a dit qu'elle allait chercher son avocat. Elle m'a dit de l'attendre ici. Elle m'a abandonné. Je savais exactement ce que faisait Chloé. Un rat n'appelle jamais d'avocat quand le navire coule à pic. Le rat cherche l'issue la plus rapide. Sans ajouter un mot à ma famille, je me suis retourné et je suis sorti par la porte d'entrée, me dirigeant vers la barrière en bois qui menait à l'allée sombre derrière notre propriété. Effectivement, garée dans l'obscurité totale de l'allée, parfaitement cachée des voitures de police à l'avant, se trouvait la Porsche Cayenne noire. Le moteur tournait, un grondement sourd et puissant dans la nuit. Les feux arrière rouges brillaient de manière menaçante.
Chloé jetait frénétiquement de lourds sacs de marque et un coffre-fort métallique sur la banquette arrière. Je m'en suis approché et me suis posté directement derrière le véhicule, plantant mes pieds sur l'asphalte, lui barrant la route. Chloé a claqué le coffre et s'est retournée brusquement. En me voyant là, son faux sourire de plastique avait disparu. Son visage s'était transformé en un masque de pure panique et de haine profonde. « Pousse-toi de là, Sébastien » a-t-elle sifflé, se dirigeant vers la portière du conducteur, ses clés cliquetant dans sa main tremblante. « Je n'ai pas le temps pour vos drames familiaux pathétiques ce soir. »« Tu ne vas nulle part, Chloé » ai-je dit en restant immobile, les mains négligemment enfoncées dans mes poches. J'avais déjà glissé ma main dans ma veste et appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. Les fédéraux sont en train de retourner la maison. Ils ont le registre de Mathieu de la banque. Ils ont les faux documents de la SARL. Ils ont les formulaires d'évaluation frauduleux que tu as forcé la société de titres de ma tante Brigitte à traiter. C'est fini. Tu es coincé. Elle s'est arrêtée, la main suspendue au-dessus de la poignée de la Porsche. Elle a laissé échapper un rire sec, amer et d'une incroyable arrogance. Toute sa prétendue élégance s'est évanouie, révélant la vulgaire escroc qu'elle était en réalité. « Tu te crois malin, n'est-ce pas » a-t-elle ricané, s'approchant de moi pour tenter de m'intimider par son audace. « Tu te prends pour le grand héros qui vient sauver la situation. Ta famille est une plaisanterie, Sébastien. Ce sont les cibles les plus faciles et les plus pathétiques avec lesquelles j'ai jamais joué de toute ma carrière. Ton père était tellement désespéré de se faire passer pour un homme important, tellement désespéré de faire croire qu'il était riche, qu'il m'a pratiquement supplié de prendre son argent de retraite. Et ton idiot de frère ? J'aurais pu dire à Antoine que je vendais des terrains sur Mars qu'il aurait signé l'acte avec le sourire. J'ai pris cet argent parce qu'ils me l'ont offert sur un plateau d'argent. Tu as utilisé la maison de mes parents comme garantie pour un prêt de l'ombre auprès d'un prêteur usuraire, ai-je déclaré clairement, en m'assurant que le micro captait chaque syllabe. Tu as falsifié la signature de ma mère sur les documents de la seconde hypothèque. Prouve-le, a-t-elle répliqué, ses yeux se rétrécissant de haine. J'ai des comptes à l'étranger que tes petits amis du FBI ne trouveront jamais. Le temps qu'ils démêlent la montagne de paperasse que j'ai laissée derrière moi, je serai sur une plage avec un nouveau passeport et un autre nom. Ta famille mérite tout ce qui lui arrive. Ils t'ont jeté comme une vulgaire ordure dès que j'ai sorti un peu d'argent et que je leur ai acheté du scotch importé. Ce sont des imbéciles cupides, pathétiques et vides, et je viens de leur donner exactement la catastrophe qu'ils méritaient. Je les regardais, éprouvant un calme absolu. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas menacé de violence. Je l'ai simplement fixé avec une pitié sincère. Tu te crois vraiment la personne la plus intelligente de la pièce, ai-je dit doucement. Avant qu'elle ne puisse proférer une autre insulte, l'allée sombre s'est soudainement illuminée de phares d'un blanc aveuglant. 2 SUV fédéraux banalisés, entièrement noirs, ont surgi des deux côtés de l'allée étroite, bloquant la Porsche par l'avant et par l'arrière. Il n'y avait aucune issue. Les lourdes portières se sont ouvertes et 6 agents fédéraux armés en sont sortis, armes pointées directement sur elles. Chloé Cole, reculée du véhicule et gardée les mains bien en vue, a tonné une voix dans un haut-parleur, résonnant contre les murs de briques de l'allée. Chloé s'est figée, le visage vidé de son sang, blême comme un spectre. Les clés ont glissé de ma main, heurtant l'asphalte froid. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés par une soudaine et terrifiante prise de conscience. « C'est toi qui les as appelés ?» allait-les chuchoter, sa voix tremblant pour la toute première fois. « En réalité, » a dit le capitaine Lemaire, s'approchant par derrière moi avec une paire de menottes en acier étincelant, « Sébastien nous a appelés il y a 3 jours. Il nous a apporté tout le dossier sur un plateau d'argent. Tournez-vous et mettez vos mains dans le dos. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique fédérale, fraude bancaire et blanchiment d'argent. » J'ai reculé, croisant les bras, et j'ai regardé les agents plaquer Chloé contre le flanc de sa voiture de luxe. Ils l'ont menotté étroitement, lui ont lu ses droits et l'ont poussé sans ménagement à l'arrière d'un SUV. La prétendue tête pensante qui avait détruit ma famille et m'avait traité comme un moins que rien n'était plus qu'une criminelle terrifiée à l'arrière d'une voiture de police. Je suis retourné à l'intérieur de la maison. La première secousse de la tempête était passée, mais le véritable désastre pour ma famille ne faisait que commencer. Le salon était d'un calme étouffant et terrifiant. Une fois que les agents fédéraux eurent enfin emballé et emporté des dizaines de cartons de preuves, de disques durs et de registres financiers, il ne restait plus qu'une pile d'avis officiels de saisie sur la table basse. Les gyrophares s'estompèrent dans la rue,
laissant la maison dans un silence froid, sombre et pesant. Mon père était toujours assis dans son fauteuil, figé. Il regardait les documents posés sur la table basse comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Le prêteur de l'ombre, la société de capital investissement que Chloé avait utilisée pour vider la valeur de la maison, avait déjà été informé par les autorités et avait déposé un avis de défaut de paiement. La maison faisait l'objet d'une procédure de saisie immédiate et agressive. Antoine était assis par terre, la tête dans les mains, se balançant d'avant en arrière comme un petit enfant effrayé. « Je vais aller en prison », marmonna-t-il d'une voix creuse. « Je vais aller en prison fédérale. Ils vont m'enfermer. » Solange, essuyant son mascara qui coulait avec le dos de sa main tremblante, s'est approchée de moi. Elle a attrapé ma main, la serrant si fort que ses articulations en étaient blanches. Soudain, la dynamique avait changé. Soudain, je n'étais plus le bouche-trou, le distributeur, l'obstacle gênant. Soudain, j'étais redevenu leur fils unique. Sébastien, a supplié ma mère, la voix nouée par un désespoir et une peur absolue. Il ne nous reste absolument rien. Nos comptes bancaires sont gelés par le gouvernement. Notre retraite est complètement partie. On nous prend la maison. Tu dois nous aider. Tu as ce superbe salaire de ton entreprise d'ingénierie. Tu as tes économies. Tu as ce fonds d'études que tu avais commencé pour ton avenir. Tu peux engager une équipe d'avocats très coûteux pour Antoine. Tu peux rembourser le prêteur de l'ombre et sauver la maison avant qu'il ne nous mette dehors. Nous sommes une famille, Sébastien. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Raymond a levé les yeux de son fauteuil. La fierté obstinée, la supériorité arrogante qui avait défini notre relation pendant des décennies avait totalement disparu de son regard, remplacée par une supplication pathétique. « Mon fils » a-t-il dit, utilisant ce mot pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité. J'ai eu tort. J'ai été aveuglé par elle. Je le reconnais. J'ai commis une terrible erreur. S'il te plaît, Sébastien, tu es le seul qui puisse arranger ce gâchis. Tu as toujours tout arrangé ici. Je me tenais là, au milieu du salon dévasté. Je les ai regardés tous les trois. J'ai regardé les murs que j'avais peints avec soin de mes propres mains pendant mes week-ends de congé. J'ai regardé le plafond où j'avais payé Michel, l'entrepreneur, des milliers de dollars pour réparer les infiltrations d'eau. J'ai ressenti le poids écrasant de 5 années de sacrifices, d'abus financiers brutaux, et de mépris systématique dans ma propre maison. J'ai lentement et délibérément dégagé ma main de l'étreinte désespérée de ma mère. J'ai plongé la main dans ma veste lourde et j'ai sorti un dossier cartonné épais. Je l'ai jeté sur la table basse, juste au-dessus de l'avis fédéral de saisie. Je ne vais rien arranger du tout, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse comme le coup de marteau d'un juge. Raymond a fixé le dossier, la confusion se peignant sur son visage fatigué. Qu'est-ce que c'est ? C'est ma stratégie de sortie, ai-je répondu froidement en le fixant. Quand tu t'es assis à cette table et que tu m'as dit de prendre la chambre d'amis ou de m'en aller, quand tu m'as ri au nez en me disant que je ne servais à rien, tu as commis une erreur fatale. Tu as oublié que je suis ingénieur. Je note absolument tout. Et tu as oublié que mon meilleur ami, Hubert, est l'avocat spécialisé en droit immobilier le plus redoutable et le plus brillant de tout l'État. J'ai pointé un doigt ferme vers les documents à l'intérieur du dossier. Il y a 3 jours, je me suis assis dans une salle de conférence avec Hubert et le capitaine Lemaire. J'ai remis les registres bancaires que j'avais forcé Mathieu à imprimer. J'ai remis les statuts de la SARL. Et surtout, j'ai remis chaque reçu, chaque facture d'entrepreneur et chaque virement bancaire que j'ai effectué pour maintenir cette maison debout au cours des 5 dernières années. Antoine a levé les yeux du sol, essuyant son nez, complètement perdu. De quoi parles-tu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai déposé un privilège de constructeur et une demande de fiducie révocatoire contre cette propriété, ai-je expliqué lentement, en m'assurant qu'il comprenait chaque mot. J'ai établi une preuve écrite légale et incontestable démontrant que j'étais le seul fournisseur de fonds pour l'entretien, les taxes et l'intégrité structurelle de ce bien. Hubert a apporté ces documents directement à un juge fédéral. Parce que Chloé a utilisé des moyens criminels et frauduleux pour obtenir la seconde hypothèque, et parce que mes contributions financières sont antérieures de plusieurs années à son activité criminelle, le tribunal a immédiatement fait droit à ma demande. Solange a poussé un grand soupir de stupeur, portant ses mains à sa bouche. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous » a demandé Raymond, la voix tremblante d'une terreur nouvelle.
Cela signifie, ai-je poursuivi en me penchant en avant, mes mains appuyées sur le bois massif de la table basse, plongeant mon regard dans celui de mon père, que le gouvernement fédéral a entièrement saisi la maison. Le prêteur de l'ombre prendra le peu de valeur nette qu'il vous restait. Mais mon argent, les 150 000 $ que j'ai versés ici pour vous sauver de la faillite, est légalement protégé par le tribunal fédéral. Lorsque cette propriété sera liquidée lors d'une vente aux enchères fédérales le mois prochain, le gouvernement me fera un chèque pour ma part garantie avant que le prêteur de l'ombre ou quiconque d'autre ne reçoive le moindre centime. Mon argent est en sécurité. Mes comptes sont totalement séparés des vôtres. Je suis légalement intouchable. Le peu de couleur qui restait sur le visage de Raymond s'est évanoui. Il venait enfin de réaliser l'ampleur de ce que j'avais fait. Je ne m'étais pas contenté de partir. J'avais construit une forteresse juridique impénétrable autour de moi, les laissant dehors sous la tempête qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée. Tu as tout planifié, a chuchoté Antoine, horrifié, me regardant comme si j'étais un monstre. Tu savais qu'ils allaient prendre la maison. Tu savais que les fédéraux allaient venir, et tu t'es contenté de te protéger. Et nous alors? Qu'en est-il de mes frais d'avocat? Tu as de l'argent, Sébastien. Tu vas recevoir un chèque. J'ai éclaté d'un rire sec et amer qui a résonné dans la pièce. Tu m'as dit que je n'étais pas indispensable, Antoine. Tu m'as dit qu'il valait mieux que je sois parti dès le lendemain. Eh bien, je suis parti. Tu voulais tellement être le PDG d'une entreprise multimillionnaire. Félicitations. Ton vœu est exaucé. Maintenant, tu vas devoir faire face à une inculpation fédérale de plusieurs millions de dollars. Tu pourras faire appel à un avocat commis d'office. J'ai cru comprendre qu'ils étaient gratuits. Raymond s'est levé, les poings serrés, tout son corps tremblant d'un mélange explosif de rage et de peur panique. Tu abandonnes ta propre famille. Nous sommes de ton sang. Tu vas laisser tes propres parents se faire jeter à la rue? Tu vas laisser ton frère aller en prison fédérale pour une erreur? Quel genre de fils fait ça? Ce n'était pas une erreur, ai-je répliqué, ma voix s'élevant pour s'aligner sur sa colère, laissant éclater des années de fureur contenue. J'ai regardé Solange. Elle pleurait de manière incontrôlable, s'effondrant sur le canapé, incapable de tenir debout. Sébastien, s'il te plaît. Je suis ta mère. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'argent pour manger. Tu n'as qu'à prendre la chambre d'amis dans un motel bon marché, ai-je dit, répétant mot pour mot les paroles cruelles de mon père sans le moindre remords. Ou alors, débrouillez-vous. Mais vous n'aurez plus jamais un seul de mes dollars, ni une seule minute de mon temps. Tu as perdu ton fils le soir où tu as choisi la cupidité plutôt que la loyauté. Je leur ai tourné le dos et je me suis dirigé d'un pas ferme vers la porte d'entrée. Le son de leurs sanglots, de leurs supplications et de leurs appels désespérés m'a suivi dans le couloir. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais totalement, pleinement libre. Les chaînes étouffantes qui me serraient le cou venaient enfin de se briser. S'il vous plaît, soutenez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous m'avez suivi jusqu'ici. Non seulement cela aide d'autres personnes à découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que ce que j'ai vécu résonne chez quelqu'un. Votre soutien est ma plus belle source d'énergie pour continuer à partager la suite de cette expérience. Laissez-moi maintenant vous raconter ce qui s'est produit lorsque la poussière est enfin retombée, car la justice de l'univers trouve toujours le moyen de s'équilibrer. La suite immédiate de cette nuit-là a été exactement aussi brutale et impitoyable que je l'avais prédit. Le gouvernement fédéral se déplace très lentement lors d'une enquête. Mais lorsqu'il frappe enfin pour recouvrer ses biens, il le fait avec une force absolue et sans compromis. En 3 semaines, la banque et les autorités fédérales ont finalisé la saisie de la propriété. Mes parents ont reçu un avis d'expulsion strict et non négociable. La maison, l'endroit où j'avais passé des centaines d'heures et dépensé des milliers de dollars en réparation, a été officiellement condamnée, et un avis de saisie gouvernementale orange vif a été placardé sur la porte d'entrée. Ils n'avaient plus rien. Leurs comptes bancaires, y compris le peu d'argent qu'il leur restait, sont restés gelés indéfiniment dans le cadre de l'enquête fédérale sur le réseau de blanchiment d'argent de Chloé. Je n'ai pas assisté à l'expulsion. Je n'ai pas proposé de les aider à faire leur carton. J'ai appris par ma tante Brigitte, qui m'a appelé quelques semaines plus tard, qu'ils avaient dû emporter le peu de vêtements et d'effets personnels qu'il leur restait dans des sacs poubelles en plastique noir.
Ils ont emménagé dans un appartement minable, minuscule et infesté de cafards, situé dans le pire quartier de la ville. Le dépôt de garantie et le premier mois de loyer de ce logement sordide ont été payés en vendant la porcelaine florale adorée de ma mère, son alliance et la collection de montres anciennes de mon père à un prêteur sur gage local pour une fraction de leur valeur. 6 mois ont passé. Il est vraiment incroyable de voir à quel point la vie d'une personne peut changer en 6 mois lorsqu'elle ne porte plus le poids mort d'une famille toxique et ingrate. Je me suis jeté à corps perdu dans ma carrière, libéré de l'anxiété constante que me causaient les désastres financiers de mes parents. Sans la peur de rentrer chez moi et de trouver une nouvelle facture impayée, mon esprit était enfin libre. J'ai mené à bien le projet de pont commercial avec 2 mois d'avance sur le calendrier. L'intégrité structurelle était impeccable, ce qui a permis à l'entreprise d'économiser des millions de dollars de retard potentiel. Le PDG de mon cabinet d'ingénierie m'a convoqué dans son immense bureau vitré un mardi matin. Il ne m'a pas demandé d'argent. Il ne m'a pas dit que j'étais un bouche-trou ou une déception. Il m'a serré fermement la main, m'a dit que mon travail sur le pont était absolument remarquable et m'a promu ingénieur en chef principal sur le champ. Cette promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire massive, d'options d'achat d'actions lucratives et d'un magnifique bureau d'angle offrant une vue panoramique sur les gratte-ciel du centre-ville. J'ai utilisé une partie de mon nouveau salaire, ainsi que le chèque substantiel que j'avais reçu de la liquidation fédérale de la maison, pour m'acheter un magnifique appartement moderne en ville. C'était calme. C'était paisible. Je me suis acheté une machine à expresso haut de gamme flambant neuve, une télévision à écran plat encore plus grande, et je n'avais plus à craindre que quiconque les débranche, les casse ou exige que je dorme sur un canapé. Nathalie, ma mentor qui m'avait guidé à travers mes jours les plus sombres, est venue fêter cela autour d'un dîner. Nous avons bu un vin excellent, et pour la première fois de ma vie, j'ai ri de bon cœur. Pendant que je construisais sereinement mon avenir, ma famille se noyait dans la dure et inévitable réalité de son présent. Les médias locaux ont largement couvert le procès fédéral de Chloé. Ce fut un cirque médiatique. Elle a désespérément tenté de négocier un accord de plaider-coupable en dénonçant ses anciens associés, mais ses comptes secrets à l'étranger ont fini par être découverts par des comptables légistes. Elle n'a pas pu s'en sortir en payant. Elle a été condamnée à 12 ans de prison dans un pénitencier fédéral de haute sécurité pour fraude électronique, racket et vol qualifié. Elle a perdu sa licence d'agente immobilière pour toujours. Sa Porsche Cayenne bien-aimée, symbole de son empire de pacotille, a été vendue aux enchères par le gouvernement pour payer les réparations. Antoine a réussi à éviter la prison fédérale, mais de justesse. Parce qu'il était sincèrement trop stupide pour comprendre les documents financiers complexes qu'il signait, et parce que les avocats de Chloé ont rejeté toute la faute sur elle, son avocat commis d'office a réussi à faire réduire ses charges à de la négligence criminelle et à de l'évasion fiscale. Cependant, il a été condamné à de lourdes amendes et s'est retrouvé avec un casier judiciaire permanent pour crime. Le brillant entrepreneur, l'enfant prodige visionnaire qui devait bâtir un empire, travaillait désormais de nuit dans une supérette locale. Il passait ses nuits vêtu d'un uniforme en polyester bon marché, à balayer des sols sales et à lutter simplement pour payer ses frais mensuels de mise à l'épreuve. Et mon père, Raymond, le fier et arrogant patriarche qui se croyait trop bien pour apprécier mon travail, a été contraint de sortir brutalement de sa retraite confortable. À 68 ans, avec un dos usé, il a dû accepter un travail pénible de chauffeur-livreur pour une grande entreprise de logistique. Il passait 10 heures par jour à transporter de lourds cartons dans les escaliers des immeubles par un froid glacial, le corps endolori, son immense fierté complètement brisée. Chaque fois que je me rendais à l'épicerie, je me rappelais à quel point la roue tourne vite. Je voyais des hommes plus âgés comme mon père, épuisés et brisés par la vie, et je ressentais une brève pointe de pitié humaine. Mais je n'ai jamais éprouvé le moindre regret. Le regret est réservé à ceux qui n'ont pas essayé. J'ai tout donné pour eux. J'ai saigné pour eux, et ils m'ont tout rejeté au visage. Mais il restait un dernier secret, un dernier coup de poignard de trahison que je n'avais pas encore découvert. Et il s'est présenté sous la forme d'une lettre manuscrite dans ma boîte aux lettres. C'était un après-midi pluvieux et gris de mardi lorsque je suis descendu dans le hall de mon immeuble pour relever mon courrier. Au milieu de la facture d'électricité, de courriers publicitaires et de catalogues de vêtements se trouvait une enveloppe blanche ordinaire, légèrement chiffonnée. J'ai reconnu l'écriture immédiatement, bien que les lettres fussent tremblantes et irrégulières. C'était une écriture cursive élégante. Elle provenait de ma mère, Solange. Je suis remonté par l'ascenseur dans mon appartement calme, je suis entré dans ma cuisine impeccable,
je me suis préparé une tasse de café noir et je me suis assis au comptoir en granit. J'ai fixé l'enveloppe pendant un long moment, écoutant la pluie frapper les grandes baies vitrées. Une partie de moi voulait la jeter directement dans le destructeur de documents sans l'ouvrir. J'avais tourné la page. Une autre partie de moi se demandait s'il s'agissait d'excuses, d'un aveu sincère de l'enfer qu'il m'avait fait vivre. La curiosité a fini par l'emporter. J'ai délicatement ouvert l'enveloppe et j'en ai sorti l'unique feuille de papier quadrillé bon marché. Ce n'étaient pas des excuses, du moins pas de vraies excuses. C'était un aveu, et c'était la chose la plus pathétique et la plus révélatrice que j'ai jamais lue de ma vie. Solange commençait sa lettre en décrivant en détail à quel point les choses étaient difficiles dans leur appartement minuscule et déprimant. Elle se plaignait du bruit constant des voisins, de l'odeur de la moquette bon marché et tachée, et du fait que le dos de Raymond se dégradait rapidement à cause de son travail de livraison épuisant. Elle a passé un paragraphe entier à se poser en victime. Mais dans la seconde moitié de la lettre, elle a révélé la véritable raison, révoltante, pour laquelle elle m'écrivait. Elle a avoué pourquoi elle était restée si complètement et si exaspérément silencieuse lors de ce terrible dîner de famille. Elle a avoué pourquoi elle avait fermé les yeux quand Chloé affichait sa richesse ridicule, même lorsque je l'avais explicitement averti que quelque chose n'allait pas. Sébastien, écrivait-elle, l'encre légèrement bavée. Je sais que tu penses que je me contentais de protéger aveuglément Antoine toutes ces années, mais Chloé m'avait promis quelque chose de très précis. Avant qu'elle et Antoine n'emménagent, elle m'a invité à déjeuner dans un restaurant très cher du centre-ville. Elle m'a dit qu'une fois sa transaction commerciale d'envergure conclue, elle me donnerait 50 000 $ en espèces à titre de cadeau personnel, simplement pour l'avoir accueillie dans la famille. Elle m'a montré des photos sur papier glacé d'un magnifique appartement de vacances en Floride, juste au bord de l'eau. Elle m'a promis que nous pourrions l'acheter ensemble. Je voulais cet appartement, Sébastien. J'étais tellement fatigué d'être pauvre, de m'inquiéter pour le toit et la plomberie. Je suis restée silencieuse au dîner parce que je voulais cet argent. Je suis tellement désolé. J'ai perdu ma maison de vacances de rêve, et j'ai perdu mon fils. S'il te plaît, je sais que tu as reçu un gros chèque de la transaction fédérale. S'il te reste un peu d'argent, pourrais-tu nous aider un tout petit peu? Nous n'avons pas de quoi acheter à manger cette semaine. J'ai lu ce paragraphe à 2 reprises pour m'assurer que mes yeux ne me jouaient pas des tours dans la pénombre. Ma mère n'était pas restée silencieuse par un amour maternel aveugle et mal orienté envers mon frère. Elle n'avait pas été manipulée par une professionnelle de l'arnaque. Elle m'avait activement vendu. Elle avait laissé son propre fils être humilié, rabaissé et jeté à la rue comme un déchet. Tout cela pour la promesse fausse et cupide d'un appartement de vacances bon marché en Floride. Ces larmes hystériques le soir où les fédéraux avaient perquisitionné la maison n'étaient pas des larmes de chagrin pour sa famille qui s'effondrait. Ce n'étaient pas des larmes de regret pour la façon dont elle m'avait traité. C'étaient les larmes d'un chagrin égoïste pour ces 50 000 $ qui s'étaient volatilisés. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Le dernier doute qui subsistait dans mon esprit s'est évanoui. J'ai éprouvé un sentiment de libération totale et définitive. J'ai plié la lettre soigneusement, je me suis approché de la poubelle en acier inoxydable et je l'y ai jetée. Je n'ai pas répondu. Il n'est pas envoyé de chèque. Je ne l'ai pas appelé pour hurler. J'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué son numéro, j'ai bloqué le numéro de mon père et j'ai bloqué celui d'Antoine de manière définitive. Je les ai complètement effacés de ma vie numérique et physique. Poser des limites est la chose la plus difficile que vous aurez jamais à faire dans votre vie. Surtout quand ces limites doivent être construites entre vous et les personnes qui vous ont donné la vie. La société nous conditionne dès la naissance à croire que le sang est plus fort que l'eau. On nous enseigne que la famille est un lien sacré et incassable qui exige un pardon infini, une patience infinie et des sacrifices infinis, peu importe le mal qu'ils vous font. Mais c'est un mensonge toxique. La famille n'est pas définie par l'ADN ou par un nom de famille partagé. La famille se définit par le respect mutuel. Elle se définit par la loyauté. La famille, ce sont les personnes qui se tiennent à vos côtés lorsque vous n'avez absolument rien d'autre à leur offrir que votre présence. Pas les personnes qui ne vous estiment qu'en fonction de la taille de votre salaire. Ma famille biologique me considérait comme un service public, un outil financier à utiliser jusqu'à ce qu'il soit brisé, puis à jeter négligemment dès qu'un outil plus brillant et plus prometteur se présenterait. J'avais passé toute ma vingtaine et le début de ma trentaine à essayer d'acheter leur amour. J'ai essayé de prouver ma valeur en payant leurs factures, en réparant leurs erreurs et en portant leur fardeau.
Mais vous ne pouvez pas acheter l'amour de personnes qui ne jurent que par la cupidité. Vous ne pouvez pas réparer des fondations qui sont entièrement pourries de l'intérieur. M'éloigner d'eux n'a pas fait de moi un mauvais fils. Cela a fait de moi un survivant. J'ai choisi de sauver la seule personne dans cette maison qui valait vraiment la peine d'être sauvée, moi-même. J'ai reconstruit ma propre vie sur les cendres de leur trahison. J'ai trouvé ma propre voie. Ma carrière est florissante. Mes amitiés avec des personnes comme Nathalie et Hubert sont réelles et fondées sur le respect. Et quand je verrouille la porte de chez moi le soir, je suis le seul à en détenir la clé. Personne ne vient prendre ma place. Personne ne vient réclamer mon argent durement gagné. Je m'appelle Sébastien, j'ai 34 ans. J'ai perdu ma famille, mais j'ai enfin trouvé ma dignité, et je ferai exactement le même choix sans hésiter une seule seconde. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû vous éloigner de personnes que vous aimiez parce qu'elles détruisaient votre paix? C'est un voyage douloureux, mais c'est un sujet dont il faut parler. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.